Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous parlons de la cinématique en coordonnées polaires. Nous essaierons d'expliquer c'est quoi les coordonnées polaires et comment on peut s'en servir pour faire de la cinématique. Nous donnerons les instructions du vecteur position, du vecteur vitesse et du vecteur accélération en faisant les démonstrations de façon très claire et détaillée. Restez jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vous rappelle que nous donnons des travaux dirigés, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous pensons que cela vous aidera beaucoup à valider vos unités d'enseignement afin d'atteindre vos objectifs universitaires. Que ce soit pour avoir de très bonnes notes ou même pour valider vos unités d'enseignement dans les 3 années. Continuons donc. Les coordonnées polaires servent à quoi? Elles vous serviront à étudier certains mouvements qui ont une symétrie circulaire ou cylindrique. Comme par exemple un mouvement circulaire. Vous le verrez par la suite. En fait, les coordonnées cartésiennes qu'on a eu à étudier tout récemment sont adaptées à certains types de problèmes. Elles sont faciles à utiliser, mais à d'autres types de problèmes, ça sera beaucoup plus compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Nous verrons donc d'autres façons, en fait, de repérer un point. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Nous avons vu que, étant donné un point M, on peut le repérer par ses coordonnées cartésiennes, abscisses et ordonnées dans le plan. Pour cela, vous avez juste eu à faire des projections orthogonales sur l'axe des axes OX et sur l'axe des ordonnées OY. Et on a eu à noter X, la mesure algébrique de OP, Y, celle de OQ. Et on a pu donc repérer le point M par la donnée de ces deux choses, l'abscisse et l'ordonnée. Quand on vous donne l'abscisse et l'ordonnée, cela vous suffit pour placer complètement le point M. Mais on peut aussi repérer le point M par sa distance au centre, par exemple, comme à noter ici ρ. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si on vous dit par exemple que la distance OM vaut 3, on vous donne juste la seule information que la distance OM vaut 3, est-ce que ça suffit pour placer le point M de façon exacte? La réponse est évidemment non. Parce que ce qu'on peut dire à partir de là, c'est que le point M est sur le cercle de centre O et de rayon 3. Ici, de centre O et de rayon ρ. Donc, c'est insuffisant. Mais à partir du moment où vous ajoutez l'angle là comme valeur, l'angle θ, l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe des axes, dans ce cas, vous verrez que le point M sera repéré de façon unique. Exemple, si on vous dit que le point M est repéré avec un angle de θ égal à pi sur 4, 45 degrés, et que la distance OM vaut 1, c'est simple, il suffit que vous preniez votre rapporteur, vous mesurez 45 degrés, et aussi que vous mesurez la distance OM égale à 1, et puis vous allez trouver le point M de façon unique. Voyez-vous, le couple θ-ρ permet de caractériser de façon complète le point M. Voilà. Donc, on va dire que c'est aussi une façon de repérer le point M. Cette façon de repérer le point M sera caractérisée de polaire. On va dire que les coordonnées ρ et θ sont les coordonnées polaires du point M. Maintenant, comment choisir la base polaire? Parce que quand on a eu à parler de coordonnées cartésiennes, X, Y, on a parlé de base cartésienne UX, UY. Donc ici, quelle sera la base polaire? Est-ce que ça sera encore UX et UY? On se pose naturellement cette question, n'est-ce pas? Retournons un peu en arrière pour voir comment on a eu à choisir UX et UY dans le cas des coordonnées cartésiennes. Voilà la situation. Le point M est repéré par ses coordonnées cartésiennes X et Y. On se pose la question, où est-ce que X est constant? C'est-à-dire, quelle est la ligne sur laquelle X est constante? Quelle est la ligne qui correspond à X constante? On voit clairement que c'est cette ligne-là. Parce que sur cette ligne, X est constante. Voyez-vous? Sur cette ligne, X est constante. C'est-à-dire, la ligne sur laquelle X est constante et Y varie, en fait. Sur cette ligne, X est constante. C'est-à-dire, là-bas, Y varie. Vous voyez ça? X constante, Y varie. X constante, Y qui varie. Voilà, sur cette ligne. Quand vous prenez un point ici, son ordonnée est différente de l'ordonnée d'un point qui est ici. Vous voyez, non? Voilà, c'est sur cette ligne-là, on prend le vecteur UY. On prend le vecteur UY sur cette ligne. Maintenant, la ligne sur laquelle Y est constante et que X varie, c'est celle-ci. Y est constante, X varie. Vous voyez, c'est cette ligne-là.
Vous voyez que ici, y est constante, non? L'ordonnée est constante, mais l'abscisse va varier. L'abscisse d'un point qui est ici est différente de l'abscisse d'un point qui est ici. Vous voyez? C'est cette ligne-là. C'est sur cette ligne-là qu'on définit quoi? Le vecteur UX. Vous voyez que ça correspond. UX et UY. Ça correspond à ce qu'on appelle UX ici. Vous voyez, UX, UY. C'est la même chose qu'on va faire pour ρ et θ pour pouvoir trouver les vecteurs de la base polaire. Donc, on va chercher d'abord un vecteur. À ρ, on va associer quel vecteur? De la même façon que à x, on associe ux et à y, on associe uy. À ρ, on va associer le vecteur uρ. À θ, on va associer le vecteur uθ. Donc, comment placer uρ et uθ? Pour trouver uρ, il faut se poser la question sur quelle ligne ρ varie. Il faut trouver une ligne sur laquelle ρ varie et θ est constante. Voilà. Vous voyez que la ligne représentée en jaune ici, sur cette ligne θ est constante, c'est-à-dire quand vous prenez un point M qui est ici, ou bien un point M ici, c'est le même angle θ partout. Vous voyez l'idée? Donc voilà, la ligne sur laquelle θ est constante et ρ varie, c'est la ligne OM. Donc il faut prendre un vecteur qui suit OM, un vecteur unitaire qui suit OM, que l'on va baptiser vecteur uρ. Donc voilà, vous devez retenir donc que le vecteur uρ, c'est le vecteur unitaire porté par OM. Vecteur unitaire porté par OM, uρ. Donc, pour obtenir l'expression de vecteur unitaire, on fait quoi? On prend, c'est porté par quoi? Par OM. Donc, on prend OM divisé par sa norme. On fait OM divisé par sa norme. La norme de OM, c'est la distance OM. C'est ça qui correspond à ρ. Hein. Donc, le vecteur uρ, c'est OM sur quoi? Sur ρ. C'est comme ça qu'on le définit. Donc, maintenant, comment déterminer le vecteur uθ? Voilà. Pour trouver uθ, il faut se demander où est-ce que θ varie. La question qu'il faut se poser, θ varie et ρ est constante. θ varie et on garde ρ constant. Ρ, c'est la distance de O à M. C'est la distance de O à M. Si on dit que ρ est constante, si ρ est constante, c'est que le point M se trouve sur un cercle. Le cercle de centre O et de rayon ρ. Vous voyez ça? Parce que c'est sur ce cercle que la distance OM va rester constante. Voilà, donc sur ce cercle de cercle, un cercle de centre O et de rayon M, bon, vous voyez l'idée. Donc, c'est là où ρ est constante. Donc, je dois choisir uθ de telle sorte que ça soit, disons, tangent à cette ligne. Tangent. Et la tangente dans un cercle, ça sera la perpendiculaire au rayon, n'est-ce pas? Donc, la tangente serait quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, quelque chose comme ça, en fait. Donc, c'est comme ça qu'il faut choisir uθ. Voilà, donc uθ, c'est quoi? Uθ, c'est la perpendiculaire à uρ, dans le sens direct. Voilà, une fois que nous avons les vecteurs uρ et uθ, nous pouvons définir donc la base polaire par ces deux vecteurs uρ et uθ. Voilà, le repère polaire ici sera pris en M. On va prendre le repère polaire au point M, c'est-à-dire l'origine du repère sera le point M, quoi. Donc le repère polaire sera alors le repère d'origine M et de vecteurs uρ et quoi? Et uθ. Maintenant, notez en même temps que ce repère n'est pas un repère fixe. Ce n'est pas un repère fixe. Pourquoi je dis ça? En fait, le repère O, US, UY, vous voyez qu'il n'est pas... Bon, que lui, il est fixe. Parce que quand le point M bouge, si votre point M ici bouge, bah, US et UY restent toujours à la même place. Mais imaginez que le point M est ici, par exemple. Est-ce que uρ et uθ resteront toujours là où il était? La réponse est évidemment non. Parce qu'en visualisant, uρ sera à peu près ici et uθ ici, vous voyez, non? Donc, quand le point M se déplace, la base uρ uθ se déplace aussi avec le point M. On va dire que c'est une base mobile. Que le repère M, uρ uθ, est un repère qui est mobile et non un repère fixe. C'est justement la raison pour laquelle la cinématique dans la base polaire va être assez intéressante, puisque les dérivés ne vont pas être aussi simples qu'avant. Vous verrez. Donc, commençons par l'expression du vecteur position. Nous n'allons plus écrire ici que le vecteur position OM c'est égal à x, ux plus y, y. Ça, c'est en coordonnées quoi? En coordonnées cartésiennes. Et dans le repère cartésien, puisqu'on a utilisé les vecteurs ux et y. Ici, les vecteurs que vous allez utiliser, c'est quoi? C'est les vecteurs uρ et uθ. Et les coordonnées que vous allez utiliser, c'est quoi? C'est les coordonnées ρ et θ. On ne veut rien d'autre que ça. Ok.
Donc, pour tirer OM, c'est simple. Il suffit de remarquer que U rho, ça fait quoi? OM fois rho. Et de là, OM sur rho plutôt. Et de là, quand vous tirez OM, ça sera égal à quoi? Rho fois U rho. Vous avez donc l'expression du vecteur position OM en fonction de rho et de U rho. Voilà donc l'expression du vecteur position OM en coordonnées polaires. On passe maintenant donc à l'expression du vecteur vitesse du point M. La vitesse de M, nous le savons, est définie comme la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Voyez-vous? Voilà. Donc, il s'agira de dériver ici quoi? De dériver par rapport au temps tout simplement rho fois quoi? Rho fois U rho. Et vous avez là la dérivée d'un produit. Nous savons que comme c'est un produit, on va donc d'abord dériver rho. Donc, dériver de rho par rapport au temps fois U rho. Et enfin, il faut dériver quoi? U rho lui-même. Donc, ça va faire rho dérivé de quoi? Du vecteur U rho par rapport au temps. Voilà. La question qui se pose est, avant, on avait dit que la dérivée du vecteur UX, par exemple, par rapport au temps est nulle. Parce que UX était un vecteur constant. Est-ce que c'est la même chose pour U rho? Est-ce que la dérivée de U rho est-elle nulle? La réponse est évidemment non. Parce que nous avons dit ici que U rho est un vecteur qui est mobile. Donc, sa dérivée doit être cherchée. Voilà. Donc, comment chercher la dérivée de U rho? Nous allons ouvrir une parenthèse alors pour cela. Cela va nous amener un peu loin. La dérivée de U rho égale à combien? Pour répondre à cette question, nous allons chercher tout d'abord à trouver une relation entre la base polaire et la base cartésienne. Une relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Prenons cette figure et cherchons à exprimer par exemple le sinus de l'angle θ ou son cosinus. Si on commence par le cosinus de l'angle θ, nous savons que dans ce triangle, le cosinus de l'angle θ sera égal au côté adjacent qui représente ici is, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la distance de l'origine au point M. Et cette distance OM, c'est quoi? C'est ρ. Vous pouvez chercher aussi à exprimer sinus de l'angle θ. Le sinus de l'angle θ, on voit qu'il y a θ ici. Le sinus de θ, c'est le côté opposé ici, Y, sur l'hypoténuse qui est encore OM, c'est-à-dire ρ. Donc Y sur ρ. Avec là, vous pouvez tirer X et Y en fonction de θ et de ρ. On a alors X égale à ρ cosine θ, Y égale à ρ sin θ. Et nous avons à partir de cette formule un moyen d'obtenir les coordonnées cartésiennes à partir des coordonnées polaires. Quelle est la formule inverse? Pour obtenir la formule inverse, on peut retourner par exemple sur notre figure et chercher à exprimer la tangente de l'angle θ. La tangente de l'angle θ, dans ce triangle-là, ça fait le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé ici, cette distance correspond à Y. Et l'autre distance correspond à X. Donc la tangente de θ, c'est Y sur X. Voyez-vous? Maintenant, vous pouvez aussi appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle-là. Voyez, pour exprimer l'hypoténuse ρ. Vous direz donc que ρ carré égale à quoi? Donc le côté X et le côté Y que vous élevez au carré. Donc X carré plus quoi? Y carré. Là, vous pouvez tirer ρ comme étant la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Nous avons donc les formules pour avoir l'inverse. Ainsi, vous pouvez avoir les coordonnées polaires ρ et θ à partir des coordonnées cartésiennes Y et X. À quoi cela va nous servir? Vous le verrez. Tout d'abord, nous allons chercher à exprimer le vecteur U rho. Notez bien que tout ce qui nous a amené à faire cela, c'était que vous la dérivée du vecteur U rho. Voyez-vous? Donc, c'est le vecteur U rho qui m'intéresse. Donc, je veux calculer sa dérivée. On avait défini U rho justement comme étant égal à quoi? Le vecteur position OM divisé par quoi? Divisé par ρ. Et le vecteur OM, en fait, ça fait quoi? X, UX, plus quoi? Y, UY, n'est-ce pas? Donc, on divise ceci par ρ. On vient d'obtenir l'expression de X comme étant égal à quoi? Ρ cosine θ. Et on a aussi l'expression de Y comme étant ρ sin θ. Donc, on divise maintenant par ρ. Ce qui fait que les ρ se simplifient. On a donc l'expression du vecteur unitaire U rho comme étant égal à quoi?
U rho vaut alors cosinus θ US plus sinus θ UY. Voilà, donc avec l'expression de U rho, maintenant on peut aller dériver U rho. Vous voyez l'idée? Donc tout ça là, c'est pour pouvoir dériver U rho. Mais bon, je suis curieux. On va essayer aussi d'obtenir U θ en même temps que U rho. On en aura besoin par la suite. Voyez-vous, U rho en fait, on pouvait l'obtenir encore plus simplement en examinant cette figure. Voyez-vous, j'ai placé U rho au niveau de US. Vous savez que U rho et US forment un angle de θ. Voyez-vous, Uθ c'est la perpendiculaire à U rho. Donc c'est comme si en fait pour obtenir U rho, on a fait une rotation de US d'angle θ. Et pour obtenir Uθ, c'est comme si on a tourné UY du même angle quoi, du même angle θ. Voyez-vous. Donc en faisant les projections, vous pouvez voir que U rho en fait, ça fait cosinus θ US maintenant plus quoi. Ceci sera sinus θ UY. Voyez-vous l'idée. Maintenant pour trouver Uθ, vous faites comment? Pour trouver Uθ, je vais un peu modifier ma figure là pour que vous voyez bien ce dont il s'agit. Je vais faire une rotation comme ceci. Voyez-vous? C'est pour vous montrer mieux l'expression de Uθ. Vous allez faire une projection comme ça et vous allez faire une autre projection, n'est-ce pas? Une autre projection, comment? Je vous montre. Donc, je retourne un peu la figure. Donc, j'ai projeté Uθ. Vous voyez, j'ai projeté sur UY. Et donc, ça sera cosinus θ au niveau de UY. Parce que l'angle θ se trouve ici. C'est là où l'angle θ se trouve qu'il faut utiliser le cosinus. Donc, ça sera cosinus θ au niveau de UY. Et vous faites aussi une projection comme ça. Mais là, vous tombez sur US, mais sur le sens opposé. Donc, vous aurez ici moins. Moins sinus θ. Voyez-vous, le cosinus θ ne se trouve pas au niveau de US, mais au niveau de UY. Parce que l'angle θ est au niveau de UY. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous voyez l'expression de Uθ alors. Uθ, lui, il fait quoi? Ça fait moins sinus θ fois US plus quoi? Plus cosinus θ fois quoi? Fois UY. Au niveau de U rho, j'avais un peu inversé les choses là. U rho c'était cosinus θ US et sinus θ UY. Voilà qui est parfait maintenant. Avec ça, je peux obtenir la dérivée de U rho par rapport au temps et la dérivée de Uθ par rapport au temps même. Voyez-vous? Ok. Donc, maintenant, il faut passer à la dérivation. On va répondre à notre question. La dérivée de U rho est égale à combien? On peut même ajouter la question. La dérivée de Uθ égale à combien? Voilà. Donc, allons-y avec la dérivée de U rho. La dérivée de U rho par rapport au temps. N'est-ce pas? Notez que ici, UX est un vecteur constant et UY aussi est un vecteur constant. Donc, la dérivée ici va donner quoi? Quand je vais dériver cosinus θ. Ici, UX est un vecteur constant, je le répète. Donc, vous allez avoir dérivé de cosinus θ par rapport au temps. Maintenant, comme UX est constant, là, vous laissez de côté. Sa dérivée sera nulle en fait. Maintenant, vous dérivez aussi sinus θ par rapport au temps et vous multipliez par quoi? Par UY. Alors, je vous pose une question. Quelle est la dérivée de cosinus de θ par rapport au temps? Quelle est la dérivée de cosinus θ par rapport au temps? Si vous répondez moins sinus θ, c'est faux. La dérivée de cosinus θ par rapport au temps ne fait pas moins sinus θ. Pourquoi je dis ça? En fait, la dérivée de cosinus θ, si vous dites par rapport à θ, d'accord. Parce que quand vous dites dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, sachez que c'est par rapport à la variable x. De la même façon, la dérivée de cosinus θ par rapport à θ, c'est ça qui donne moins sinus de θ. Mais dans ce cas, quand on veut dériver cosinus θ par rapport au temps, vous faites comment? On utilise la formule de dérivation composée. Cosinus rond θ. Pour dériver par rapport au temps, vous devez d'abord dériver ce qu'il y a dedans. C'est comme f rongé en fait. Ça dérivé c'est quoi? Ça fait g' fois f' rongé. Donc vous devez d'abord dériver θ avant de dériver cosinus. Vous voyez ça? Donc ça devait faire θ point fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus θ. Voyez-vous? Si vous n'arrivez pas à comprendre ça comme ça, essayez encore. Vous pouvez voir cette deuxième façon. C'est-à-dire la dérivée de cosinus θ par rapport à t, vous pouvez le voir comme je mets d cosinus θ sur dθ et je vais simplifier les dθ en mettant une dθ ici. De toute façon, c'est comme s'il y a une simplification et je mets dt ici. Vous voyez que c'est toujours d cosinus θ sur dt quoi. Parce que les dθ vont se simplifier en quelque sorte. Voyez-vous, ça correspond à dériver d'abord θ
avant de dériver cosinus lui-même, quoi. Dérive θ, c'est θ point. Dérive de cosinus θ par rapport à θ, c'est ça qui fait moins sinus θ. Donc, vous aurez moins θ point sinus θ. Donc, la réponse est que la dérive de cosinus θ par rapport au temps, ce n'est pas moins sinus θ, mais c'est, il faut pas oublier de mettre θ point à côté. Donc, si c'est moins θ point sinus de θ, ux. Et qu'en est-il de la dérive de sinus θ par rapport au temps? Si vous suivez la même procédure, ça sera θ point cosinus θ fois quoi? Fois u, y. Voilà, très important. Donc, de ce fait, si je mets θ point en facteur, vous aurez quoi? Θ point facteur de. Vous mettez dedans moins sinus θ ux et aussi quoi? Cosinus de θ fois quoi? Fois le vecteur uy. Maintenant, moins sinus θ ux plus cosinus θ uy, je dois vous rappeler un vecteur. Quand je mets moins sinus θ ux plus cosinus θ uy, ça vous rappelle quel vecteur? Tout simplement le vecteur uθ. Vous voyez donc que la dérivée de uθ par rapport au temps fait quoi? La dérivée du vecteur uθ par rapport au temps est tout simplement égale à θ point fois quel vecteur? Fois le vecteur uθ. Chose donc à connaître. C'est ça la dérivée de uθ. Que dis-je? La dérivée de u-ρ. La dérivée de u-ρ par rapport au temps. Je vous demande de faire la même chose pour uθ. Vous pouvez marquer une pause et essayer de dériver uθ de la même façon. Vous trouverez que la dérivée de uθ par rapport au temps est égale à moins θ point fois u-ρ. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut obtenir la dérivée des vecteurs unitaires u-ρ et uθ. Il faut savoir que en coordonnées polaires, les dérivées de u-ρ et de uθ ne sont pas nulles parce que ces vecteurs sont mobiles. Donc, la dérivée de u-ρ, c'est θ point fois uθ. C'est comme si, pour dériver u-ρ, la dérivée de u-ρ donne uθ, mais il faut mettre θ point à côté. Voilà, ça fait, la dérivée de u-ρ, ça fait θ point fois quoi? Fois uθ. Donc, pour dériver u-ρ, il faut tomber sur uθ. Pour dériver uθ, il faut tomber sur l'opposé de u-ρ, moins u-ρ. Mais il faut mettre θ point à côté. Dérivé de u-ρ, uθ. Dérivé de uθ, l'opposé de u-ρ. Mais il faut mettre θ point à côté. C'est tout. Avec ça, nous pouvons maintenant répondre à la question quelle est la dérivée de u-ρ. Et donc pouvoir trouver l'expression du vecteur vitesse que nous voulons calculer depuis. Donc là, dans ce cas, nous aurons quoi? Dérivée de ρ par rapport au temps, qui est ρ point u-ρ. Maintenant, on sait que la dérivée de u-ρ, c'est quoi? La dérivée de u-ρ, ça fait θ point uθ. D'où l'expression du vecteur vitesse du point M. Voilà, nous allons continuer dans une prochaine vidéo avec l'expression du vecteur accélération de M. Chose que vous-même pouvez faire si vous comprenez très bien ce que nous venons de faire pour le vecteur vitesse. À la prochaine.